Démo. Deux simples syllabes, dont la signification varie selon la personne qui les entend. Si vous demandez à un informaticien, une démo est pour lui une production multimédia esthétique. Il en profitera pour vous parler de sa participation à une prochaine démo partie en Allemagne ou du prochain film d'Alex Pilot sur le sujet. Si vous demandez à un gamer de la génération Y, une démo est pour lui cette petite expérience temporaire parmi des dizaines similaires sur un CD-ROM fourni par son PlayStation Magazine quand il était môme, et qui aujourd'hui est téléchargeable gratuitement sur Steam. Et si vous demandez à un musicien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Nous sommes en 1961 dans une industrie musicale dominée par le vinyle. Le néerlandais Philips tape du poing sur la table et dévoile la cassette audio qu'il commercialise 2 ans plus tard avec le magnétophone prévu pour ce support. Le format tient tête au vinyle pendant presque 3 décennies avant que le CD vienne redistribuer les cartes quelques années après sa création en 1983. La longévité de la cassette repose notamment sur son monopole dans le domaine des baladeurs et des autoradios, mais aussi sur le fait qu'elle est à ce moment-là le seul dispositif permettant un enregistrement à domicile. À une époque où les labels dictent encore les règles du jeu dans l'industrie musicale et où l'indépendance artistique demeure une chimère, les artistes décident de profiter de ce support pour déposer sur bande magnétique quelques maquettes à la qualité rugueuse dans le but de convaincre les labels de les signer. Les démos en informatique permettent aux démo makers de faire la démonstration de leur maîtrise technique ou artistique. Les démos vidéoludiques permettent aux studios de développement de présenter leur jeu à des fins promotionnelles. Les démos musicales permettent aux artistes de présenter leur talent musical aux maisons de disques. Petit à petit, la cassette audio se fait piquer sa place par le CDR avant d'être totalement ringardisée par la popularité des baladeurs CD dans les années 90. Cependant, les démos CD ne durent qu'un temps en raison de la révolution digitale qui approche à grands pas et qui débute avec le peer-to-peer. Parce que dans les années 2000, les artistes commencent à s'interroger. Pourquoi s'emmerder à envoyer des démos à des labels quand des clips sur YouTube, une page MySpace, un Bandcamp ou un SoundCloud offrent de meilleures vitrines? Pourquoi attendre l'approbation d'une major pour commercialiser ta musique quand ça prend quelques clics sur Deezer et Spotify? Et pourquoi attendre qu'un label te finance un enregistrement pro alors que si t'as un minimum débrouillard et économe, tu peux te créer ton propre home studio en faisant tes courses sur le site de Thomann et en composant ton bordel après visionnage de 2-3 tutos sur la MAO et le mixage son? Dans un contexte comme celui-ci, les démos ont-elles encore un réel intérêt? Quelle est vraiment la frontière entre une démo et un morceau final? Par exemple, le tube Pump Top Kicks de Foster the People est à l'origine une démo composée par son leader, Mark Foster, sur Logic Pro. Mais ce dernier, trouvant cette version assez satisfaisante, la publie telle quelle. Et je suis certain que ceux d'entre vous qui ont déjà écouté ce morceau ne savaient pas que c'était une démo officialisée en version définitive avant que j'en parle. Alors certes, les frontières entre démo et version finale sont désormais totalement brouillées par les nouvelles méthodes, mais les démos ne sont pas vues comme obsolètes pour autant. Pour beaucoup de mélophiles, elles ont une vraie valeur archéologique. Qu'il s'agisse par exemple des Mystic Sessions de Oasis, enregistrées par Noel Gallagher durant son séjour à l'île Moustique, alors qu'il composait ce qui deviendra l'album Be Here Now en 97, qu'il s'agisse de la Xero Demo Tape, produite en 1996 par un petit groupe d'Agora Hills qui deviendra plus tard Linkin Park, à l'époque où leur chanteur était un certain Mark Wakefield, les morceaux Rhinestone et Stick and Move de cette démo devenant respectivement, sur le premier album du célèbre groupe californien, les morceaux Forgotten et Runaway, ou même l'étrange prototype conçu en 2002 par un Celtic Frost revenant doucement d'un hiatus de 8 ans qui troque son black metal gothique pour un new metal industriel un peu étrange, même si certains éléments de cette démo vont être calqués sur les productions suivantes de son frontman. Des travaux réalisés à une époque donnée, figés dans le temps et qui en disent long par leur simple existence sur l'évolution de leur créateur, à la manière d'un court-métrage étudiant d'un réalisateur de renom ou du premier manuscrit d'un auteur à succès. Et là, vous allez me rétorquer que c'est plus une lubie de passionnés dévoués et que le grand public se tournera sur des produits finis par souci de qualité sonore. C'est pas comme s'il existait un groupe dont le travail le plus connu est une démo, malgré quelques albums studio à la qualité convenable. Eh bien, je pensais la même chose que vous. Jusqu'à ce que je découvre entre-temps Agee's Kitchen. Si le nom de Agee's Kitchen ne vous dit rien, c'est un peu normal. Si ce groupe a connu une popularité plutôt modeste dans la scène underground du sud des États-Unis, ainsi que dans la pop culture des années 2000 pour une raison que nous verrons plus tard, il reste parfaitement inconnu en Europe. En plus de ça, les sources sur internet sont plutôt maigres, mais suffisantes pour établir un beau résumé de la biographie du petit groupe texan. Mais voulant aller plus loin, car j'aime me compliquer la vie, j'ai décidé de contacter Derek Blackley, bassiste du groupe qui est encore un peu actif sur le Facebook du groupe, en plus de vendre les exemplaires des albums sur Discogs. Ce dernier a non seulement accepté de répondre à mes questions, mais m'a également autorisé à citer certaines de ses réponses dans le cadre de cette vidéo. Un grand merci à lui. Nous sommes au début des années 90 à Lewisville, une ville du nord du Texas connue pour son développement résidentiel rapide au XXe siècle, un développement lié à sa proximité avec le lac éponyme et avec l'aéroport Dallas-Fort Worth. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a une grosse communauté de guitaristes shredder à Dallas et dans ses environs, c'est-à-dire de guitaristes mettant l'accent sur la rapidité et la technicité de leur jeu. C'est dans ce contexte que se rencontrent 4 guitaristes: Eddie Head,
Brett Steen, son grand frère Scott Steen et Derek Taylor. Les deux derniers font partie d'un groupe nommé Tommy Lemmy avec Rob Stankiewicz à la batterie, Eddie Ellis au chant et Kyle Honey à la basse. Eddie Head et Brett Steen, eux, jouent avec un batteur local nommé Clint Barlow et se mettent à la recherche d'un bassiste pour compléter le tableau. Coup de chance, Clint se fait conseiller par l'un des juges d'une compétition de bassistes diffusée sur la radio locale rock et metal Z-Rock, qui lui conseille de rencontrer le grand gagnant de ce duel. Son nom, Derek Blackley. C'est durant un après-midi que les quatre esprits vont se rencontrer et comprendra assez vite qu'ils doivent former un groupe. C'est durant une répétition un dimanche matin qu'une anecdote insolite va marquer l'identité du quartet. En effet, Eddie Head, grand amateur de cuisine indienne, en ramène pour sa pause déjeuner. Alors qu'il profite de son repas dans une pièce à part, Clint Barlow entre dans la salle et, frappé par les odeurs prononcées de la tambouille, s'exclame « Bon sang, ça sent comme la cuisine de Haji ici !» Qui est Haji ? Personne. C'était juste une généralisation de la part de Clint. C'est comme si je disais à propos de la cuisine arabe « Tiens, ça sonne comme la cuisine de... » À ses débuts, Haji's Kitchen est un groupe instrumental jouant des morceaux comme The First Progressive Song, The Seven String Song, Satan Music et The Shuffle Tune. Peu de traces subsistent de ces compositions. Selon Derek Blackley, il se souvient seulement avoir joué de la basse sur The First Progressive Song et 3 des 4 morceaux n'ont jamais dépassé l'étape de l'enregistrement, à l'exception de Satan Music, devenu Malice, que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube du groupe. C'est en 1994 que les premiers changements de line-up se manifestent, notamment avec l'arrivée d'Eddie Ellis, ancien chanteur de Tommy Lemmy, en tant que premier frontman. Haji's Kitchen et Tommy Lemmy répétaient tous les deux dans les salles de répétition Stage Right, alors nous passions notre temps à courir partout pour nous écouter les uns les autres. Je ne me souviens plus si c'est Eddie qui nous a proposé ou si c'est nous qui lui avons demandé de venir chanter en tant qu'invité sur quelques morceaux pour commencer. Une voix incroyable, ce type savait vraiment chanter quand il était en forme. Lui et Taylor ont eu des divergences créatives avec Tommy Lemmy, je crois, et une fois qu'ils se sont séparés, il lui a été facile de nous rejoindre à plein temps. Il était toujours ravi de travailler dur et de répéter comme un fou, autant que nous tous. Rebelote en 1994, Haji emprunte à Tommy Lemmy, devenu depuis Criminy, son batteur Rob Stankiewicz suite au départ de Clint Barlow, devenu dans les années 2000 batteur pour un Vanilla Ice en plein virage rap metal. Le groupe signe chez Shrapnel Records, le label du producteur californien Mike Varney, qui a notamment produit les débuts en solo de Marty Friedman, ancien guitariste de Megadeth, ainsi que ceux de Steeler, le groupe d'Yngwie Malmsteen. C'est tout ? Je suis déçu. C'est en 1995 que Haji's Kitchen sort son premier album éponyme sous ce label, mixé par Eddie Head à l'instar des productions suivantes. Cet album s'inscrit pleinement dans un contexte musical texan très particulier. J'ai évoqué dans le dernier épisode la domination du groove de Pantera dans l'état de l'étoile solitaire, en omettant toutefois de mentionner l'impact croissant du métal progressif d'un petit power trio originaire du Missouri mais installé à Houston avant ses débuts, King's X. Haji's Kitchen est donc sous l'influence de ces deux styles qu'il complète avec les sonorités industrielles du Sieur 13 Nord. Personne n'est parfait. Et le grunge d'Alice in Chains, notamment le travail des harmonies du tandem Len Staley et Jerry Cantrell. Haji est influencé, mais ne tombe pas dans le pastiche. Le groupe ne crache pas ses influences. Il les digère, les assimile pour en faire un style unique et propre. L'album est varié sans être trop hétérogène, cohérent dans sa fusion sans jamais se disperser, porté par des musiciens techniques sans être dans la posture, et vite tout en restant mélodieux, le tout mené par un Eddie Ellis débordant d'énergie et maîtrisant parfaitement ses harmonies. Pour chaque album, j'ai demandé à Derek Blackley son avis avec du recul, et pour ce premier opus éponyme, le bilan est globalement positif. Je pourrais bien sûr chipoter sur la production, mais j'adore vraiment cet album et ce qu'il exprime. Il est sincère, naturel et cohérent, on est tous sur la même longueur d'onde et on avance dans la même direction. On a répété et joué ces morceaux jusqu'à plus soif et je trouve que ça s'entend. La seule chose qui me dérange quand je l'écoute, c'est Machine, à cause de la boîte à rythme. C'était la dernière chanson écrite pour l'album, et même si la batterie a été enregistrée en dernier, je ne pense pas que nous l'ayons suffisamment répétée pour la jouer à ce moment-là. J'aurais vraiment aimé que nous puissions l'enregistrer comme ça, car le jeu de Rob est génial. C'est le début de la gloire pour Haji's Kitchen, présence au prestigieux National Association of Music Merchants Show, enchaînement de tournées, critique musicale qui les sauce bien comme il faut, le début de la gloire, et aussi le début des emmerdes. Et il y en a 5 comme mes doigts. Premier problème, les 5 loustiques se rendent compte qu'ils n'ont pas touché un seul chèque sur leur première galette, ni en royalties ni en droit d'auteur. Deuxième problème, Brett Steen se désintéresse du métal et souhaite se reconvertir vers le jazz. La séparation se fait heureusement en bon terme et Brett recommande même à ses collègues de prendre son frère aîné comme remplaçant. Troisième problème, les premières plaintes de fans arrivent. En effet,
Mais l'album de Hell's Kitchen n'a été tiré qu'à 5000 exemplaires et cet énorme crevard de Mike Varney refuse d'en lancer de nouveaux tirages après la rupture de stock. Exaspéré, le groupe demande à Shrapnel Records d'abandonner la production des 2 albums suivants prévus. Cette demande est finalement acceptée et Hell's Kitchen quitte le label, retour à la case départ. D'ailleurs, Derek m'a confirmé qu'encore aujourd'hui, c'est le seul album de la discographie dont ils n'ont pas récupéré les droits. En réalité, ils n'ont jamais vraiment tenté de les récupérer. On ignore à ce jour qui détient les droits physiques et ceux du streaming. Mais l'album est disponible en écoute sur Deezer, Spotify et YouTube. C'est déjà ça. Et bien sûr, c'est le seul album que je possède pas encore en physique. Quatrième problème, des divergences artistiques avec Eddie Ellis qui mènent à son renvoi après qu'il ait posé un lapin à ses collègues lors d'un concert à Lubbock au Texas, où ceux-ci n'ont pu offrir qu'une prestation instrumentale. Je crois qu'il n'était pas satisfait de la direction artistique que prenait le groupe. C'était un chanteur plutôt metal old school alors que nous voulions aller vers un style plus moderne. Ça devait être en 96 ou 97 je crois. Il faut garder à l'esprit que c'était l'époque du grunge et du new metal et tout ce qui rappelait les anciens morceaux était mis de côté. Je pense qu'il avait du mal à s'y faire. Waouh, ça pue le foreshadowing. Un remplaçant est heureusement tout trouvé en la personne de Vincent Mullins, chanteur du groupe de metal progressif Gravity Pool, recommandé par Derek Taylor, ce dernier ayant travaillé sur la seule démo du groupe. Suite à son départ de Hell's Kitchen, Eddie Ellis va totalement disparaître de la circulation. Ah mais quand je dis qu'il a disparu, c'est pas seulement de la scène musicale. Il a littéralement disparu. Même sa famille ne sait pas où il est. Cinquième et dernière emmerde, la salle de répétition de Hell's Kitchen se fait cambrioler et la quasi-totalité du matériel, à l'exception des guitares et des basses, est dérobée. Scott Steen, excédé, claque la porte avec perte et fracas. Malgré une enquête menée par le groupe, qui leur permet d'identifier les coupables et de les dénoncer à la police de Carrollton, aucune poursuite n'est engagée. Les 4 musiciens restants s'accordent pour former un quartet composé de Eddie Head à la guitare, Derek Blackley à la basse, Rob Stankiewicz à la batterie et Vincent Mullins au chant. Ensemble, ils réalisent l'album Sucker Punch en 2001 sous le label indépendant dallasien M Records dont il s'agit de la seule production majeure selon la page Discogs. Un album conçu pour toucher un public plus large que celui de la scène underground texane, selon les dires de Derek Blackley. Et vous l'avez compris lors du départ d'Eddie Ellis, Hadji a succombé à la tentation du néo sur cette galette. D'ailleurs, quand je demande à Derek Blackley s'il est d'accord avec ceux qui considèrent cet album comme un disque de new metal, il me répond par l'affirmative. Cependant, le groupe ne souhaite pas renier pour autant les racines progressives de ses débuts. Du new metal progressif donc. Un mélange peu commun que le groupe australien Carnival tentera sur son premier album 4 ans plus tard. Vous le savez depuis un certain temps déjà, je suis fan de new metal. J'aime les groupes fondateurs et émergents des années 90 et 2000, qu'ils entretiennent un rapport bienveillant, ambigu ou hostile à cette étiquette, tant qu'ils ne font pas comme Mike Shinoda et Brandon Boyne à combiner leur hostilité à du manque de respect et de l'ingratitude. J'apprécie particulièrement la nouvelle génération d'artistes qui revendiquent fièrement leur appartenance au genre, et je n'ai jamais été aussi heureux d'être fan de new metal qu'aujourd'hui. Enfin, j'ai un immense respect pour les artistes issus d'autres genres qui tentent ce virage sans le moindre cynisme. Cela a donné, dans le meilleur des cas, des albums qui ont profondément marqué, et dont l'impact culturel se fait encore sentir aujourd'hui. Et même lorsque le résultat est médiocre, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se planter et ça reste des cas intéressants à étudier. Et dans le cas de Sucker Punch, eh bien c'est un bon album. Mais c'est le moins réussi de la discographie de Hell's Kitchen. L'album n'est pas objectivement raté et présente de bonnes idées. Compenser l'absence d'un second guitariste par des rythmiques efficaces et des riffs agressifs, ainsi qu'un travail sur l'ambiance grâce à des sonorités industrielles plus marquées que dans le premier opus. Le groupe fait certes des compromis sur son orientation musicale, mais sans renier son identité, les influences qui l'ont forgé étant fondamentales pour le genre instauré par Korn en 1994. Un léger travail d'adaptation, la conservation des solos frénétiques et le tour est joué. Du néo à solo, c'est peu commun ça tient, la dernière fois que j'ai vu ça c'était dans... Non, je ne ferai pas la comparaison entre Drowning Pool et Hell's Kitchen. Même si les deux sont issus de la scène de Dallas et de ses environs. Et que les deux ont fait un album de new metal la même année. Et que les deux n'ont eu aucun chanteur stable dans leur line-up. Bon, ok, il y a quand même quelques points communs. Bref, le problème de Sucker Punch n'est pas sa qualité objective, l'album se laisse écouter sans difficulté, c'est plutôt l'intention qui se cache derrière qui pose problème. Attention, on n'est pas sur une démarche cynique à la Set Anger de Metallica où le groupe veut simplement surfer sur une vague avec un mépris à peine voilé. Mais ça reste un album réalisé dans la contrainte. Ça va faire quelques années que les Texans ont quitté l'écurie Shrapnel, à une époque où l'indépendance en musique, via le web participatif, relève encore de l'utopie et où il reste indispensable de passer par un label pour espérer vendre sa musique. EM Records, bah c'est mieux que rien, mais ça reste un petit label indépendant de Dallas. C'est une bonne soupape de sécurité en attendant de trouver un autre label plus influent. Et dans un contexte comme celui-là, tu es obligé de faire des compromis car les labels suivent les tendances. Et tu dois faire le grand écart entre te plier aux exigences de ton époque et ne pas trahir ton identité. Et si Hell's Kitchen réussit suffisamment ce grand écart pour faire un album intéressant, Sucker Punch patine néanmoins dans la comparaison avec le premier opus et ne parvient pas à se démarquer dans une scène alternative et néo déjà saturée où l'offre excède la demande.
Bref, Sucker Punch constitue une bonne performance, mais elle résulte d'une période chaotique pour un groupe cherchant à survivre dans une industrie à la fois concurrentielle et exigeante, le tout à une époque où les véritables alternatives sont inexistantes. J'ai quand même demandé à Derek s'il était fier de cet album malgré tout, et c'est un peu de ciel j'ai l'impression. En ce qui me concerne, c'est mitigé. Je suis fier des performances de chacun et j'apprécie certaines chansons, mais je n'ai jamais été fan de new metal et je n'aime pas vraiment cet album en tant que tel. Mis à part l'ambiance new metal, l'album ne me semble pas cohérent et j'ai l'impression qu'on cherche à suivre les tendances. Je n'ai rien contre ceux qui l'apprécient, bien sûr. Je suis content que ce soit le bon album au bon moment pour certains fans, et c'est une bonne chose qu'il soit disponible et qu'il continue de faire plaisir aux auditeurs. C'est dans cette même stratégie de séduction des majors que le groupe réalise 3 morceaux inédits, Day After Day, Lost et Notch, tous 3 mixés par Eddie Head. Au même moment, les membres de Hadji seront mis en contact par le groupe Gravity Pool avec une société qui leur propose de participer à la bande-son d'un film, adapté d'une série animée qui semble rencontrer un certain succès auprès d'une partie de la jeunesse américaine. Pour la petite anecdote, elle avait déjà cartonné auparavant dans son pays d'origine, le Japon, et surtout en France. Le groupe accepte, mais par manque de temps, il leur transmet simplement les 3 morceaux nouvellement réalisés contre une modeste rémunération. Au final, seuls 2 des 3 morceaux seront utilisés par la compagnie. Son nom ? Funimation. Une série d'animation japonaise. Distribuée par Funimation. Populaire en France dans les années 90. Dragon Ball Z ? Attends, mais on parle de quel film là en fait ? Oh putain. En effet, le célèbre dessin animé adapté de l'œuvre d'Akira Toriyama fut la première série dont Funimation obtint les droits après sa création en 1994, grâce à son fondateur Gen Fukunaga, dont l'oncle travaillait à la Toei en tant que producteur. Après plusieurs tentatives infructueuses, c'est finalement en 1998 que la chaîne Cartoon Network accepte de diffuser l'adaptation de Dragon Ball Z par Funimation dans son programme nocturne Toonami. Ce succès entraînera une véritable razzia incontrôlable des États-Unis sur l'animation japonaise au début des années 2000, poussant les studios à acquérir tout ce qui provenait de l'archipel, parfois au prix de liberté artistique extravagante, ce qui a donné lieu à des cas insolites tels que Ghost Stories. Shirotabi, please forgive me for bringing you back to life. I know now that it could never work between us. As much as we wanted to, it could never be. Not because you're a rabbit, but because you're black. Parce qu'il est noir, il est noir. Un jour faudra qu'on en parle de cette dinguerie. Dans le cas de Dragon Ball Z, non seulement les Américains vont faire la même connerie que les Français, c'est-à-dire couper les scènes un peu trop violentes afin de diffuser la série à un jeune public qui n'est pas la cible initiale, mais surtout, ils vont complètement modifier les musiques de fond. Et pour les films, ils se sont tapés un gros délire, ajouter, en plus de nouvelles compositions, des chansons de groupes de rock et de métal nord-américains, tels que Finger Eleven, Drowning Pool, Deftones, Disturbed, ainsi que Gravity Pool et Aji's Kitchen pour Dragon Ball Z Broly le super guerrier. Les morceaux Day After Day et Lost seront utilisés comme musique de combat dans le film. Donc à présent, lorsque la jeunesse de Toonami entend ces 2 morceaux, elle pense à Broly. Que personne ne laisse le chef otaku regarder cette vidéo. En 2004, un an après ce gros coup médiatique, Vincent Mullins est remercié en raison de conflits internes assez flous. Et lorsque je demande à Derek Blackley les raisons de cette séparation, il préfère rester silencieux, par respect pour la mémoire de Vince, décédé le 6 octobre 2016 des suites d'un mélanome de stade 4 et qui n'est donc plus là pour donner sa version des faits. Ce qui est tout à fait compréhensible. Nous allons donc éviter d'entrer trop dans les détails, sachez simplement que ce départ marquera le début d'un long hiatus de 6 ans au sein du groupe. Pendant cette période, Rob Stankiewicz devient le batteur du groupe de métal progressif Samsara, qui sort 3 albums et un EP entre 2001 et 2006. Derek Blackley participe d'ailleurs au dernier album Chaos and Soul en tant que bassiste. Pour la petite anecdote, lorsque j'ai acheté 2 albums de Hadji à Derek, il m'a filé en bonus le CD de Chaos and Soul. Merci Derek, je l'ai écouté. Et c'est vraiment de très bonne qualité. C'est même dommage que cet album ne soit disponible nulle part en écoute sur le web. Même YouTube me dit d'aller me faire foutre. Le duo participe également au premier album du groupe de metal progressif californien Four Chamber l'année suivante. Quant à Eddie Head, il s'est orienté vers la production musicale et l'ingénierie sonore avant de travailler chez World Ventures. En 2010, Derek Blackley reçoit un coup de fil inattendu d'un certain Brett Steen. Oui, celui qui a laissé tomber le groupe pour se mettre au jazz. La raison de son appel ? Bah si on fait le calcul, ça fait 15 ans qu'il fait du jazz et ça commence à le gonfler un peu. À présent, il n'a qu'une seule envie, c'est retrouver ses vieux potes pour jammer et faire du gros métal à écouter à la salle. L'information est transmise à Eddie Head, puis à Rob Stankiewicz, et toute cette joyeuse bande se réunit dans une pièce pour commencer à jouer. Ce qui devait être au départ de simples retrouvailles entre musiciens se transforme en un projet d'album. Waouh, tout le line-up du premier album réuni.
Enfin presque. Car oui, si vous avez suivi, le groupe n'a toujours pas de chanteur. Eddie Ellis est toujours porté disparu et Vince Mullins est passé à autre chose. Le groupe souhaite initialement organiser un casting pour différents chanteurs de la région afin de sélectionner le meilleur. Mais entre-temps, Derek Blackley découvre sur internet des enregistrements de concerts en Russie du groupe britannique de métal progressif Tesseract. Et il est immédiatement séduit par la polyvalence et la justesse de son chanteur, Daniel Tompkins. Derek tente de contacter ce dernier via la messagerie Facebook pour lui expliquer qui ils sont, dans quel contexte ils travaillent et pour savoir s'il serait intéressé à chanter sur 2 ou 3 morceaux. Le courant passe immédiatement entre les deux musiciens et le jeune anglais déborde de ressources et d'idées créatives. À un tel point que l'idée de recruter un chanteur local est rapidement abandonnée. Daniel Tompkins devient officiellement le chanteur invité à temps plein du groupe. Eddie Head assure lui-même le mixage et la production de l'album, ce qui réduit considérablement le budget. Et en dehors de quelques rencontres en personne, notamment lors des tournées nord-américaines de Tesseract, la collaboration avec Daniel Tompkins s'effectue à distance grâce à l'utilisation de serveurs FTP. La galette est réalisée dans le meilleur des contextes. Autoproduite, donc aucun label pour faire des coups de pute à la Shrapnel Records, les membres prennent plaisir à jouer et à composer ensemble, le tout avec un chanteur qui certes vit de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui partage pleinement leur vision et fait preuve d'un professionnalisme inédit dans l'histoire du groupe. Je n'en veux à personne d'avoir ses chanteurs préférés, et Eddie comme Vince avaient indéniablement tous deux des atouts, mais Daniel était et reste tout simplement d'un niveau supérieur, tant en termes de talent que de professionnalisme. Travailler avec lui était un vrai plaisir. On lui envoyait un mixage wave d'une chanson, il nous renvoyait une session Pro Tools avec des voix en triple piste et des options d'harmonie, dont aucune ne nécessitait de correction de hauteur. Et on lui versait un peu d'argent via PayPal. Nous étions époustouflés. Lui aussi a vraiment apprécié. C'est un grand fan de Seven Dust, et pouvoir assouvir cette passion pour ce genre musical avec notre matériel était un vrai régal. Un type absolument génial, tout comme le reste des gars de Tess. L'album 2012 sort finalement en 2012 et Derek Blackley dira à cette occasion que c'est la première fois dans toute l'histoire de Haggis Kitchen qu'il est séduit à la fois par le son et par les morceaux d'un album, regrettant cependant la courte durée de celui-ci. En effet, bien qu'il compte 14 titres et dure environ 1 heure, ce qui est plutôt correct pour un LP, sa durée réelle n'atteint que 35 minutes si l'on exclut les versions instrumentales qui sont proposées en bonus. Et j'irai dans le sens de Derek, pour moi 2012 est le meilleur album de Haggis Kitchen. Car si l'on se retrouve effectivement avec une galette de 8 morceaux hors instrumentaux, dont un interlude industriel de 46 secondes, le groupe choisit de privilégier la qualité à la quantité, en peaufinant chaque piste et en y intégrant les atouts majeurs des 2 volets précédents de sa discographie. La technicité et l'aspect progressif de l'album éponyme, ainsi que l'agressivité, l'atmosphère et le côté direct de Sucker Punch. Le tout sublimé par la production d'Eddie Head qui s'est bonifié avec le temps à l'image d'un grand cru. Qui plus est, la première partie de l'album se conclut par Siddhartha, une composition originale complètement instrumentale dont l'atmosphère nébuleuse et onirique évoque Orion de Metallica. J'ose cette comparaison. L'album sera globalement bien reçu par la critique. Aux 2 tiers. En effet, comme le souligne Derek Blackley dans un entretien publié sur le blog de D.R. Swino, la particularité de Haggis Kitchen réside dans le fait d'avoir attiré 3 fanbases distinctes au cours de sa carrière, chacune correspondant à un album. L'album éponyme a permis de fédérer les musiciens et virtuoses de la guitare. Sucker Punch attire à la fois les gros diggers de néo-metal et les fans de DBZ ayant découvert le groupe grâce aux versions de Funimation. Et 2012 attire les curieux de la team Tesseract, habitués à la scène progressive anglophone, désireux de découvrir ce que l'ami Tompkins est allé faire dans ce modeste groupe texan. Et si les fans de la première heure et ceux de Tesseract se montrent plutôt dithyrambiques, les amateurs de l'ère Sucker Punch, eux, sont beaucoup plus partagés. Autant ceux qui s'habillent en streetwear Adidas acquiescent le projet, autant ceux qui faisaient le geste du Kamehameha devant Toonami dans les années 2000 ont vécu des montagnes russes émotionnelles. La raison ? Les morceaux 3 à 5 de l'album, intitulés Day After Day, Lost et Notch. Ah, ça y est ? Les morceaux en question ont été canonisés ? On sera plus obligé de passer par du peer-to-peer dégueulasse pour en profiter ? Eh bien, oui et non. Car ils ont été réenregistrés et remixés avec Daniel Tompkins au chant. Une fois que nous nous sommes retrouvés en studio et que nous avons recommencé à jouer ensemble, il fallait bien commencer par quelque chose, et reprendre là où le groupe s'est arrêté nous a semblé tout naturel. Nous avions toujours prévu que ces morceaux, ainsi que d'autres, feraient partie du prochain album, mais nous n'avions jamais réussi à les peaufiner ni à le réaliser. Au départ, nous avions envisagé de faire appel à plusieurs chanteurs locaux que nous connaissions pour interpréter ces morceaux, mais une fois que nous avons trouvé Daniel, cette idée est passée à la trappe. Never sleep, but pray someday I'm gonna be someone. I'll
répondent les fans de DBZ à tendance matérialiste. Peut-être pouvons-nous également espérer en parallèle une ressortie officielle et physique des versions d'origine. Que nenni, rétorque le groupe. Le résultat de l'époque nous paraît perfectible à bien des égards. Et c'est ainsi qu'émerge le premier conflit philosophique entre Haji et une partie de sa fanbase qui accuse le groupe de faire une Lucas, en référence au célèbre réalisateur George Lucas qui impose depuis une trentaine d'années des versions retouchées de la première trilogie Star Wars, au détriment des éditions originales qu'il refuse de rééditer. Les membres de Haji, frustrés par cette polémique, répliquent en qualifiant ce segment de leur auditoire de haters. Les fans y vont de leur avis sur les deux versions. Certains trouvent que les versions de 2012 sont supérieures, d'autres trouvent que les versions de 2003 leur mettent un suplex allemand. Et enfin, d'autres plus nuancés affirment que le chant est meilleur dans les versions de 2003 tandis que les instrumentaux sont supérieurs dans celles de 2012. Bref, un véritable sac de nœuds. Mais la question demeure, les membres de Haji ont-ils raison de ne pas céder aux demandes répétées de leurs fans concernant une éventuelle sortie officielle des versions de 2003 ? Pour moi, la réponse est oui. Attendez que je donne mon raisonnement. Vous m'en mettrez plein la gueule après. Deux éléments m'ont interpellé lorsque j'ai commencé à me renseigner sur Haji's Kitchen. Premièrement, lorsque le groupe explique la raison de ce refus, un mot revenait régulièrement pour qualifier les versions de 2003 démo. Tiens. Deuxièmement, j'ai trouvé curieux qu'aucune version de 2003, en dehors du film Dragon Ball Z, n'ait été publiée. La page Discogs du groupe mentionne l'existence d'un CD démo comprenant les 3 morceaux, et la description précise qu'il s'agit d'un CD promotionnel, distribué lors des concerts de 2003, contenant les 3 dernières chansons enregistrées avec Vince Mullins. Problème, je ne trouve aucune trace de ce CD démo sur le web. Cependant, lorsque je pose la question à Derek Blackley, voici sa réponse. Je ne me souviens plus si nous avions vraiment fait presser des disques pour cela ou si nous en avions simplement gravé quelques-uns chez nous avant d'y apposer une étiquette, mais ils existaient bel et bien. Si ma mémoire est bonne, nous ne les avons pas vendus, nous les avons simplement distribués. Je doute qu'il en reste un seul chez l'un d'entre nous. Donc ce CD est un lost media, mais a bel et bien existé. Il m'a confirmé dans le même mail que c'est ce CD qui a été distribué à Funimation. J'ai souhaité aller un peu plus loin et j'ai créé un tableur Excel répertoriant les différents groupes présents dans la bande-son de la version Funimation de Dragon Ball Z Broly, leur origine, les morceaux utilisés, les albums dont ils proviennent, ainsi que la nature de ces albums, LP, EP ou démo. Premier fait intéressant, 5 villes reviennent fréquemment comme lieu de naissance des artistes. Dallas, Denton, Fort Worth, Arlington et Louisville. Ces 5 villes texanes sont situées dans la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth Metroplex, au nord de l'état, tout comme la ville de Flower Mound où se trouvait à l'époque le siège social de Funimation. Donc Funimation a privilégié des groupes locaux, sans doute pour des raisons économiques. Deuxième fait intéressant, la plupart des morceaux proviennent d'albums des artistes concernés parus entre 1996 et 2003, année de sortie de l'OAV aux États-Unis. 3 exceptions. Le morceau Eternal Sacrifice de Tendril, réalisé par le groupe de Dallas pour servir de morceau d'ouverture à l'OAV, c'est donc une prestation. Les morceaux Rich et Won't Give In de Gravity Pool, oui, l'ancien groupe de Vince Mullins, issu de la démo End of Nothing enregistrée entre 1993 et 1994. Oui, j'ai bien dit une démo. Gravity Pool n'a jamais sorti d'album studio au cours de sa carrière. Nous avons donc la preuve que Funimation a bel et bien inclus des démos dans la bande originale américaine de Dragon Ball Z Broly. Il n'est donc pas improbable que les morceaux Day After Day et Lost, qui constituent la 3e exception, soient également des démos. Et lorsque je pose la question à Derek Blackley, le verdict est sans appel. Je les qualifierai de démos travaux en cours. Bon bah voilà. Et c'est pour ça que Haji a raison de ne pas céder aux caprices d'une partie de son public. Parce qu'aucun groupe n'est obligé de commercialiser des démos. Et le verbe obligé est important dans la phrase. Car oui, il est arrivé à plusieurs reprises qu'un groupe souhaitant commémorer les 10, 20 ou 30 ans d'un album culte de sa discographie décide de le rééditer dans une édition collector multi-CD avec des démos en bonus. Mais cela se fait de leur propre initiative, afin de satisfaire les plus passionnés. Et aussi pour jouer sur la nostalgie afin de ramener du pognon dans le tiroir caisse, on va pas se mentir. Mais c'est la première fois que des fans exigent la ressortie officielle d'une démo. Tout simplement parce qu'il y a un malentendu entre le groupe et sa fandom. Un quiproquo qui a mené vers un conflit philosophique entre le groupe, désireux de se réapproprier son héritage, et des spectateurs ayant l'impression qu'on porte atteinte à leur Madeleine de Proust, contente de réécrire leurs souvenirs. Mais les démos circulent librement sur le web depuis des années, que ce soit sur YouTube, des sites de peer-to-peer et même sur le Internet Archive, comme c'est le cas pour la quasi-totalité des démos musicales. Et au pire, si c'est vraiment la question du physique qui interpelle, bah les bootlegs ça existe. Mais c'est là qu'une question titive aux muscles labiaux. Quelles sont les meilleures versions? Les démos ou les versions définitives? Parce que je pense, sans aucune prétention, être un peu plus à même de répondre objectivement à cette question. Déjà parce que je suis français, je pense que ça s'entend un peu. Or, si la distribution de Dragon Ball Z en France est faite avec beaucoup de pots cassés, on a au moins eu la décence de conserver les musiques de fond d'origine. Résultat, on est un peu moins affecté par le biais de la nostalgie. Du moins sur ce point. Parce que lorsque je fais écouter les démos de Haji's Kitchen à un fan français de DBZ, après les avoir correctement recontextualisés, la réponse est toujours la même. C'est sympa, mais c'est pas DBZ. Soit. Mais lorsqu'on leur remet l'opening français à la sauce Club Dorothée, ils se montrent beaucoup moins catégoriques. Ouais, c'est éclaté, mais c'est mon enfance. Alors, on m'a appris que tout ce qui était avant le mais ne signifie absolument rien. Manque de peau pour vous, les nostalgiques du Club Do. Je suis né en 1996 et j'ai donc découvert Dragon Ball Z, d'abord grâce au Super Sonic Warriors 2 sur DS, mais aussi grâce aux diffusions sur MCM, qui ont redonné ses lettres de noblesse à l'opening original. Donc aucun bien nostalgique de mon côté. L'opening de l'époque du Club Do est une couche pleine et je peux comparer un peu plus objectivement les deux versions de Haji's Kitchen. Quelque chose que j'ai volontairement omis de mentionner sur ma critique de Sucker Punch quelques minutes plus tôt, c'est mon avis sur le chant de Vince Mullins.
un chanteur que je trouve plutôt moyen. Attends, Taiki, le mec qui est décédé il y a 10 ans, c'est pas très sympa de taper sur les morts. On doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts que la vérité. Comme postulat de base, ça vous va ? Parfait. Vince Mullins n'est pas un mauvais chanteur en soi, il possède une voix correcte, un chant crié assez efficace, et d'après ce que j'ai pu voir en concert, il dégage une bonne présence scénique. Mais son style, il est assez impersonnel, hein. Ça s'entend à 3 km que le mec est influencé par tous les sons chanteurs Maynard James Keenan dont il reprend le jeu de nuances vocales. C'est un Maynard James Keenan avec un accent texan. Alors pour un sucker punch qui cherche à surfer sur la tendance alternative et néo, très influencé par le célèbre groupe de Los Angeles, c'est cohérent. Mais c'est comme pour Korn et Flymore, on préférera toujours l'original à la copie. Alors que Daniel Tompkins, c'est pas simplement un bon chanteur, c'est un véritable monstre. On peut retrouver sur la chaîne du groupe des extraits des coulisses de l'album, filmés alors que Daniel Tompkins était de passage lors d'une tournée américaine de Tesseract. On y trouve notamment un extrait où il réalise 2 prises, toutes 2 impeccables. C'est un vocaliste très talentueux et polyvalent, validé par ni plus ni moins que Devin Townsend lui-même. On rappelle, celui qui a dit merde à Judas Priest après avoir brillé aux côtés de Steve Vai, et ce à seulement 21 ans. Et si Daniel est lui aussi influencé par Maynard James Keenan, il utilise cette référence pour développer un style qui lui est propre et adaptable. Entre le talent de Daniel et le mixage d'Eddie, qui s'est nettement amélioré depuis, les 3 morceaux ont largement gagné en richesse et en cohérence par rapport aux démos. Et la cerise sur le gâteau qui m'achève de préférer les versions finales, c'est le travail sur les harmonies. Ah, tu me mets des harmonies à la Alice in Chains, moi je suis conquis, hein. Je suis faible. Après, je pinaille, mais ce petit drama ridicule ne semble pas avoir affecté Derek, si j'en crois le bilan qu'il me fait aujourd'hui de 2012. C'est vraiment gratifiant d'avoir réussi à enregistrer ces morceaux d'une manière qui nous satisfait pleinement, même si le fait de les réinterpréter ainsi a déplu à certains fans de DBZ. Nous avons eu beaucoup de chance d'être dans une situation financière qui nous a permis de tout financer nous-mêmes à l'époque, que ce soit pour rémunérer Dan ou pour couvrir les frais de production du disque, etc. J'aurais aimé que nous puissions continuer à en faire davantage, mais à mesure que chacun vieillit, il y a les enfants, les conjointes, le travail, les mensualités de la maison et de la voiture, ainsi que toutes les responsabilités qui en découlent. Il devient plus difficile de trouver le temps et l'énergie nécessaires pour rester un groupe semi-professionnel. Cela fait aujourd'hui 14 ans que le dernier album de Hell's Kitchen est sorti. La question se pose donc, quel avenir pour le groupe de Louisville ? J'aimerais pouvoir dire qu'il y aura d'autres projets, mais je dois avouer que j'en doute. Daniel est prêt à continuer, mais nous ne vivons plus tous à Dallas, et nous formons un groupe qui a besoin d'être réunis au même endroit pour travailler. Un avenir incertain donc. Mais que deviennent les membres du groupe ? Derek Blackley continue de jouer au sein du groupe Humeria, qui travaille actuellement sur son 2e album, tout en exerçant parallèlement chez un concessionnaire spécialisé dans la vente de voitures de sport de la marque sino-britannique Lotus. Rob Stankiewicz est pour sa part devenu vidéaste et monteur freelance. Brett Steen est professeur de guitare et a notamment publié 2 ouvrages dans lesquels il décortique le travail du musicien britannique de jazz fusion Alan Holdsworth. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je mets les liens en description. Eddie Head vit aujourd'hui à Davidson, en Caroline du Nord, et travaille pour la compagnie de voyage Viago Direct, dont il a été président, puis directeur général. Et Daniel Tompkins, il poursuit non seulement son travail avec le groupe Tesseract, qu'il a rejoint à nouveau en 2014, mais aussi ses projets en solo, notamment avec le groupe White Moth Black Butterfly. Sans oublier ses collaborations avec le musicien Paul Ortiz, Zeta et Prince of Failure, ce dernier ayant récemment sorti un single vraiment très réussi avec la chanteuse Christino. Il propose également du coaching vocal et sur sa chaîne YouTube des streams, des capsules où il parle de son expérience, des prestations vocales. Bref, c'est plutôt varié, je vous laisse le lien si ça vous intéresse. Pour conclure cette chronique, j'aimerais adresser un dernier message au groupe. Du moins s'il regarde cette vidéo. Derek, Eddie, Rob, Brett, et même toi Daniel. J'ignore s'il y aura une suite à l'aventure à Hell's Kitchen ou non. En tout cas, je vous le souhaite. Mais dans le cas contraire, j'aimerais simplement vous remercier. Car peu de groupes peuvent se targuer d'avoir une discographie sans faute. Il y a Korn,
Celtic Frost, Sortilège, et il y a vous. Donc comme on dit dans mon pays, merci pour les travaux.